Bonjour, pour ce nouvel épisode, nous continuerons avec l'esclavage amérindien à l'époque moderne. Appelé l'encomienda, contesté lors de la controverse de Valladolid, les premiers Européens à étendre leur emprise sur des peuples amérindiens furent les Espagnols. En 1503, la couronne espagnole étendit le système de l'encomienda, instauré dès 1499 par Christophe Colomb sur l'île d'Hispaniola sous le nom de repartimiento, à l'ensemble des populations indigènes, hormis quelques élites. Cependant, l'encomienda différait de l'esclavage de manière théorique. Sous certains aspects, dans la pratique, il était proche de l'esclavage, surtout au sens contemporain du terme. Le livre de l'historien Andrés Reséndez a reçu en 2017 un prix important aux États-Unis pour les historiens, le Bancroft Prize in American History and Diplomacy. Son enquête établit que ce sont les mines d'or et surtout d'argent qui ont généré un accroissement massif du phénomène, pas seulement au XVe siècle, et que sans lui, elle n'aurait pu avoir autant d'importance. Le pape Paul III condamne l'esclavage des Indiens en 1537 par la bulle Sublimilis Deus, puis par la lettre Veritas Ipsa. Isabelle la catholique, reine d'Espagne, et l'empereur Charles V le condamnent aussi. La monarchie espagnole interdit cette pratique en 1542 en édictant les célèbres lois nouvelles appelées aussi Code juridique pour les Amériques, qui bannissaient l'asservissement des Amérindiens, toujours sur le papier, mais ne fut jamais strictement respecté. Même s'il a rendu possible des recours juridiques spécifiques devant les tribunaux pour obtenir un affranchissement. Voilà pourquoi il y a énormément de faux dans la généalogie des personnes vivant dans les Amériques. Faux en contestation de cette jurisprudence, Charles King et les papes Paul III 1537 à 1549, puis Jules III de 1550 à 1555, instituent la controverse de Valladolid, conférence réunissant une quinzaine de théologiens durant une année d'août 1550 à mai 1551, pour savoir si les Indiens sont ou non des êtres inférieurs aux Européens. Le pape y voit un légat, le cardinal Roncieri, présider le débat qui oppose le dominicain Bartolomé de las Casas, ex-évêque de Chiapas au Mexique, auteur de la très brève relation de la destruction des Indes, au jésuite Juan Jiménez de Sepúlveda, grand théologien chronique et confesseur de Charles V, qui s'est fait avocat des conquistadors dans Démocrate Alter, des justes causes de la guerre. Cette conférence permit à Las Casas de publier l'année suivante un des rares récits des dégâts de l'esclavage non censuré à l'époque de Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Un demi-siècle plus tard, Descripción de las Indias, publié en 1601 par Antonio de Herrera y Tordesillas, tente de légitimer la traite des Noirs en estimant que les Espagnols empêchent d'employer les Indiens, n'ont eu d'autre choix que de recourir aux négriers et que Las Casas y aurait été favorable. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de changements d'Indiens qu'on a fait passer pour des Africains. Mais à l'aube du XIXe siècle, l'abbé Grégoire démontra que cette interprétation est calomnieuse et infondée dans un livre s'inquiétant du risque de rétablissement de l'esclavage en France, en soulignant que Las Casas n'était pas soucieux de la seule situation aux Amériques. La publication posthume des Historia de las Indias en 1875 donnera raison à l'abbé Grégoire dans le tome 3 de Las Casas, juge l'esclavage des Noirs aussi injuste et inhumain que celui des Indiens, et regrette de l'avoir négligé dans ses jeunes années au prétexte qu'il aurait allégé le travail des Indiens. Entre-temps, la controverse de Valladolid de 1551 a causé un ralentissement des conquêtes des Espagnols selon les historiens, mais surtout dû au fait que les zones minières découvertes en 1645 qui les intéressaient en priorité Mexique et Pérou étaient déjà acquises. C'est seulement 30 ans plus tard que le Potosí péruvien
plus importante mine d'argent du monde, connaît un nouveau cycle de production massive réparti sur la période de 1580 à 1620, qui coïncide avec la naissance de l'Union ibérique. Quant à la mort de Sébastien Ier de Portugal et Philippe II d'Espagne, reçoit le soutien d'une partie de la cour pour évincer Antoine de Portugal en 1581. Dès 1585, l'extraction d'argent au Potosi péruvien a décuplé par rapport à 1570. Cet afflux d'argent, métal espagnol, sert aux sucreries portugaises du Brésil à acheter des esclaves raflés le long des fleuves, avec en 1575 et 1585 un doublement du nombre de petites sucreries à Pernambouc et Bahia. Il fait aussi augmenter la frappe monétaire en Europe dans les années 1610, les mines du Mexique prenant le relais, dopant la demande de tabac et de sucre. Reprise officielle de l'esclavage amérindien en 1604 au Chili, Mexique et dans les régions mayas. C'est officiellement, il a existé pendant toute la durée de la colonisation. Au début du XVIe siècle, XVIIe siècle, en particulier, cette pratique reprend à grande échelle dans l'Empire espagnol. Le livre d'Andrés Reséndez décrit la mise en place du système esclavagiste autour de 1604 au Chili, dans les régions mayas et dans la Nouvelle-Espagne. Par la suite, au cours du même siècle, les rois d'Espagne sont, selon Andrés Reséndez, à nouveau à l'initiative d'une importante production épistolaire et juridique contre la servitude, ce qui favorise une seconde croisade anti-esclavage au cours du 7e siècle en Espagne. Énormément des personnes venant du Chili ou des régions mayas ont été déportées dans les îles des Caraïbes. Le livre de Andrés Reséndez évoque la révolte des Pueblos de 1680, appelée aussi rébellion de Popé, du nom du chaman qui la dirige, au cours de laquelle plusieurs peuples de Nouvelle-Espagne, le futur Mexique, parvint à s'unir politiquement contre l'ordre colonial, mais aussi plus de 500 autochtones massacrés par les Espagnols et de très nombreux autres réduits en esclavage. Le 10 août 1680, des Pueblos s'assassinèrent des franciscains en pleine messe afin de s'emparer du bétail et des chevaux du village, créant la surprise dans la colonie. D'un millier d'Espagnols furent tués, dont 401 colons et 21 franciscains. Le premier jour de révolte, le 13 août, les Amérindiens assiégèrent la ville de Santa Fe, forçant les Espagnols à se retirer. Le 20 août, après une résistance inutile de quelques jours, ce qui mit temporairement à mal la colonisation des Espagnols et les obligea à fuir la région pendant une douzaine d'années. Avec l'Empire portugais, lors de la colonisation par les Portugais et d'autres nations du Brésil, les Indiens d'Amérique ont commencé à échanger contre des biens leurs prisonniers au lieu de les sacrifier. Cependant, c'est surtout dans le cas des colonies portugaises que ce fut rapporté. Les bandeirantes brésiliens, à cause de leur base de Sao Paulo, mènent des expéditions de traque d'esclavage jusqu'en Amazonie. À partir du XVIIe siècle, certaines tribus indiennes aident les colons européens à pourchasser les esclaves cimarrones qui s'enfuient de leur colonie. D'autres aident au contraire les esclaves cimarrones à se cacher dans la jungle ou voler des biens et de nourriture dans leurs ex-plantations. Pendant la conquête de l'Amérique, l'esclavage des Européens par les Amérindiens n'est attesté que de façon très exceptionnelle, comme dans le cas de Hans Staden, qui après avoir été mis en liberté a écrit un livre sur les habitudes des Indiens d'Amérique. Au Canada, les pratiques d'esclavage dans la Nouvelle-France ont fait l'objet d'une étude approfondie en 1960 de l'historien québécois Marcel Trudel, consacré principalement au Canada français, où il nous parle de manière détaillée des couvents, où l'on prenait des enfants très jeunes pour les emmener en couvent, les changer de nom, leur changer leur identité, et ensuite les relâcher dans le monde des Blancs. Dans les Antilles maintenant. Dans ses récits de voyage, Jean-Baptiste du Tertre, envoyé comme missionnaire dans les Antilles en 1640, qui servit en Guadeloupe, mais visita la Martinique, la Grenade, Saint-Christophe, la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Eustache, sous les abus séculiers, estime que pour la pêche et la chasse, un esclave amérindien vaut bien souvent mieux que 2 esclaves africains.
La Dominique a servi d'île refuge pour des milliers d'Amérindiens des autres îles, dont la mise en esclavage, très tôt interdite par l'Espagne, se poursuit cependant, mais inscrite dans aucun registre et impossible à comptabiliser dû à cause de la falsification. Selon Andrés Reséndez, la variole n'est apparue aux Antilles que 26 ans après Christophe Colomb sur l'île d'Hispaniola. La population était répartie entre environ 600 villages éloignés les uns des autres, ce qui a assuré une certaine protection. Oui, malgré cela, la population passait de 200 à 300 000 personnes en 1492 à seulement 60 000 en 1508, puis 26 000 selon un décompte espagnol de 1514 et 11 000 seulement en 1517 pour les mêmes sources. Il faut vraiment prendre ces chiffres avec des pincettes car il y a eu énormément de falsifications comme dit plus haut. Guerre, famine, épidémie et mise en esclavage se sont combinés pour produire une supposée mortalité de très grande échelle. La particularité est que la plupart des victimes étaient des femmes et des enfants. Ensuite, parmi les 13 colonies des États-Unis, l'esclavage parmi les Amérindiens des 13 colonies des États-Unis a été étudié par les historiens. Les colonies hollandaises. Dans les colonies hollandaises comme New York, cette pratique débutera lors des guerres du gouverneur William Kieft en 1644 avec ensuite des importations d'Amérindiens des Antilles tout le long du XVIIe siècle. Une grande marge de manœuvre aux propriétaires qui tentaient d'exploiter leur main-d'œuvre malgré un statut d'engagé libre, en raison d'une flexibilité sur le paiement de leur salaire. Contrairement à la Virginie anglaise, développée en premier lieu grâce à l'engagement, la colonie hollandaise souffre d'un manque chronique de main-d'œuvre, dans une période où la race avait peu d'importance pour la jurisprudence et la loi, ce qui change au siècle suivant. Certains furent considérés comme des engagés, mais avec des durées de contrat plus ou moins longues. Les Amérindiens prisonniers sur les terres de la colonie furent envoyés dans d'autres colonies par peur de déclencher de nouvelles guerres. Un groupe fut déporté aux Bermudes, mais les autorités firent interdire cette pratique en 1644, obligeant en 1648 les colons à verser un salaire aux Amérindiens employés comme domestiques. Donc, beaucoup de ces personnes ont été fait passer pour descendants d'Africains pour qu'on puisse bien les mettre en esclavage. En 1672 fut passé un décret appelé An Order for the Manumission of Native Indian Slaves and Ending the Importation of Foreign Ones, suivi en 1679 d'une ordonnance sacralisant la différence entre Amérindiens de la colonie et ceux importés. Il décide que les tribus voisines ne pouvaient être réduites en esclavage par mesure de sécurité, mais autorise d'en acheter en provenance des Antilles. Un grand nombre arrive ainsi par la contrebande à différentes époques. Un navire corsaire néerlandais fila du journal de Boston New Letter en 1704, arrivé dans le port de New York. Il avait à son bord 30 captifs indiens pris en Nouvelle-Espagne. L'esclavage des Amérindiens a été pratiqué par certains colons anglais, en particulier dans les 2 Carolines qui ont vendu des captifs amérindiens en esclavage sur place et sur les plantations anglaises aux Caraïbes. La particularité de la Caroline est aussi que plusieurs dizaines de milliers d'Amérindiens furent déportés dans les îles à sucre des Antilles au cours des 4 premières décennies d'existence de la Caroline. Donc il y a bien eu des Amérindiens du continent d'Amérique du Nord qui ont aussi été déportés dans les Antilles. Près de 20 000 Amérindiens furent réduits en esclavage dont une majorité de femmes. Mais cette pratique qui a duré vers 1715, l'historien Alain Galey estime le nombre d'Amérindiens en Caroline du Sud vendus dans le commerce des esclaves britanniques dans les années 1670 à 1715, entre 24 000 et 51 000. Dont plus de la moitié, 15 000 à 30 000, ont été amenés de la Floride espagnole de l'époque. Selon lui, le commerce des esclaves indiens était au centre du développement de l'empire anglais dans le sud américain, facteur le plus important affectant le sud dans la période de 1670 à 1715. Selon lui,
Entre 1670 et 1715, le nombre d'esclaves amérindiens exportés via Charleston en Caroline du Sud dépasse celui des esclaves africains qui y sont importés. La traite principale est amérindienne, tandis que dans la Virginie voisine, la force de travail servile restait essentiellement blanche avec les engagés volontaires blancs. La proportion de ceux-ci dans la population variait de 70 à 85% sur les 15 000 arrivées en Caroline, entre 1630 et 1680. Mais parmi eux, 60% ne survivent pas aux 4 années moyennes des contrats d'engagement. Malgré leur jeunesse, les 2 tiers ont entre 15 et 25 ans. Les planteurs de tabac n'exploitaient pas la même terre plus de 3 ans afin de pallier à l'usure du sol. Pour compléter leurs revenus, ils achètent des pots de serre auprès des tribus indiennes en échange d'armes et de munitions, allant parfois les chercher dans l'intérieur des terres, ce qui les plaça assez rapidement dans des situations de conflit avec les populations indiennes des alentours, tandis qu'un certain nombre d'entre eux, venus de la colonie sucrière de la Barbade, étaient familiarisés avec l'esclavage. Une des premières tribus à se spécialiser dans le commerce d'esclaves avec la Caroline fut celle des Westos. Le gouverneur de Caroline du Sud entre 1671 et 1674 est Sir John Yeaman, un planteur de sucre de la Barbade, au moment où le docteur Henry Woodward signe des contrats d'importants pour l'achat de captifs avec les tribus indiennes Westos. Il lui signe même des ordres de mission pour partir vers les terres de Virginie, où se trouve alors encore une partie des Indiens Westos, tout en informant Joseph West, témoignant de l'implication des dirigeants de la colonie dans la traite des Indiens. Très tôt, après sa fondation en 1670 et dans le but de la capter à leur profit, Indian Slavery in Colonial America de Alan Galley, page 105. Dès décembre à 1675, un rapport du Grand Conseil de colons de Charleston explique les raisons de la commercialisation d'Amérindiens réduits en esclavage en soulignant qu'il s'agit d'ennemis des tribus indiennes amies et donc que leur vente concerne des Indiens déjà prisonniers sans remettre en cause la stabilité des relations de la colonie avec son environnement. Mais en avril 1677, de nouvelles règles interdisent pour 7 ans toute relation commerciale avec les Espagnols et tribus Westos vivant au-dessous de Port-Royal. Indian Slavery in Colonial America d'Alan Galley, page 120. Et en 1680 éclate une première guerre entre les tribus Westos et les Savanas, qui habitaient la partie méridionale de la province de Caroline, non loin de la rivière Savannah actuelle, frontière avec l'État de Géorgie. Des sources espagnoles font état de 500 à 2000 Indiens Westos détenteurs d'armes à feu qui leur auraient été fournis par les colons de Virginie en échange d'esclaves et qui auraient été contraints à 2 migrations successives en provenance du nord qui les amènent jusqu'au niveau de la colonie de Charleston. Une partie des Amérindiens furent contraints de quitter le pays. Les autres firent la paix avec les propriétaires. L'année suivante, toutes les naturels qui résidaient jusqu'à la distance de 40 000 Charleston se mirent tous sous leur protection. Ainsi, la colonie de Charleston entre dans les années 1680 dans une période de violence et de répression. Une partie des dirigeants de la colonie, des pirates chargés de l'acheminement des esclaves amérindiens vers les plantations sucrières des Antilles, alors en pleine expansion, emprisonnent leurs rivaux. La Caroline s'est alors tournée vers la culture du riz, vers 1690, car elle est adaptée aux terres inondables. Les tout premiers esclaves noirs sont importés de l'Afrique de l'Ouest, mais ils coûtent beaucoup plus cher que les esclaves amérindiens, qui sont de loin les plus nombreux installés dans les premières rizières de Caroline. En 1708, environ un sixième de la population de cette colonie est constituée d'Amérindiens réduits en esclavage, d'autres étant expédiés sur le marché d'esclaves de la Caraïbe. En 1685, les 200 000 Amérindiens du sud-est des futurs États-Unis étaient encore 4 fois plus nombreux que les Blancs, mais ils ne sont plus que 67 000 en 1730, dont seulement 5 000 à l'est des Appalaches, ce qui pose de nombreuses questions sur cette disparition soudaine. Ce sont les Européens qui sont à cette époque 2 fois plus nombreux qu'eux. Le nombre d'Amérindiens se stabilise ensuite car ils sont adaptés leur système immunitaire, qui est la version officielle.
Ce n'est qu'au siècle suivant que les colons ont préféré importer des esclaves noirs, en majorité des hommes jugés moins enclins à s'échapper, et donc les arrivages étaient plus prévisibles, d'autant qu'ils ont les moyens d'en acheter car les rendements de riz de Caroline sont bien supérieurs. 20% par an contre 5% à 10% pour le tabac de Virginie, enrichissant une élite agricole plus récente. Les débouchés commerciaux sont donc de plus en plus les îles à sucre des Antilles, où la traite négrière s'est intensifiée un peu avant le milieu du XVIIIe siècle. Ce qui porte de réelle confusion, c'est le fait de voir qu'il y avait une population majoritairement amérindienne et que durant une cinquantaine d'années, les chiffres ont été totalement inversés. Voilà pour ce reportage sur l'esclavage sur les tribus amérindiennes. Il y aura bien entendu un nouveau reportage sur un autre sujet, toujours sur les nations indigènes. Et je pose cette question très importante en fin de ce reportage. Nous avons vu en conclusion qu'il y avait une majorité d'esclaves amérindiens sur tout le continent et que leur esclavage était interdit. Donc ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de suspicions et de plus en plus de preuves qui nous montrent qu'il y a eu une falsification de registres pour faire passer les descendants d'indigènes amérindiens en personnes afro-descendantes ou descendants d'Africains pour pouvoir justement éviter les problèmes avec la royauté européenne et avec l'autorité du pape et du Vatican, et ce qui a permis de faire une grosse falsification des registres. Voilà, merci à tous pour avoir écouté ce reportage, il y en aura un très prochainement.